Bonsoir, merci de votre présence parce que la rue Auguste-Comte pourrait bien être l'épicentre d'une certaine renaissance du débat sur l'art vivant. Je n'ai pas dit l'art contemporain et on commence déjà à rentrer dans la situation. Au préalable, nous vous avons proposé sur l'invitation des regards croisés entre nos deux expériences parce qu'effectivement, elles ont ceci de, peut-être pour vous, d'éloquent, au sens où Valérie Rossignol est sculptrice, je suis peintre, donc c'est deux médiums, comme on dit, et puis elle écrit, et moi aussi. Et nous sommes d'ateliers voisins pour dire les choses. Nous nous connaissons même en ville. Bien. Par conséquent, il y a là une expérience qu'on peut partager pour essayer de... On se met à votre place, vous avez envie de comprendre comment s'élaborent des œuvres, quoi que vous pensiez de ces œuvres, mais comment ça s'élabore, comment ça se discute entre deux artistes, et comment ça se discute aussi d'un moyen d'expression à l'autre, qui ne sont pas l'un plus faible que l'autre à nos yeux, étant donné nos pratiques. Et je disais rue Auguste-Comte parce que dans cette galerie Auriès, on a déjà eu l'occasion de faire un débat. Il y a vraiment une tendance à la discussion que Jacques et Armine Convert favorisent complètement. Ils sont vraiment dans l'interrogation et l'interrogation. Même Jacques Convert me disait l'autre jour que l'interrogation et la question, c'est ce qui finalement fait évacuer la peur, ce qui est philosophiquement très intéressant. Une ouverture d'esprit qui permet, dans cette galerie, d'exposer des œuvres de supports très différents, comme vous l'avez constaté par leur programmation, et comme vous ne cesserez de le constater vu le dynamisme de la galerie. Mais aussi, peut-être aussi le dynamisme de cette rue, qui est une rue d'art dans Lyon. Il y avait plus de galeries autrefois. Il nous appartient, après tout, de faire revivre aussi l'interrogation sur l'art, et que justement les curieux comme vous, ceux qui sont connaisseurs et amateurs de questionnement, se sentent accueillis et se sentent dans une interrogation prolongée dans cette rue où il y a des galeries, il peut y en avoir d'autres, et ça nous changera peut-être de ce qui se passe dans un autre contexte, et Lyon est peut-être propre à ça. Je disais que Lyon, après tout, peut être favorable à un renouvellement de la réflexion et de l'efflorescence de l'art, au sens où, précisément, c'est un carrefour européen sur le couloir hanséatique qui, depuis le Moyen-Âge, relayait les grandes foires, y compris, pourquoi pas, des foires d'art, depuis Turin jusqu'à Amsterdam. Et nous pensons que ça peut être mieux que d'aller voir, comme certains d'entre vous avaient envie d'aller le voir, la dernière exposition d'un de vos rivaux, Jacques, Larry Gagosian, n'est-ce pas, qui a la corpulence de Trump, qui est probablement le marchand le plus puissant du monde. Il est puissant au sens du gros public, ce n'est pas le grand public, mais où finalement ses œuvres sont quand même valent ce qu'elles valent financièrement. Et vous avez peut-être vu un film qui avait été fait il y a 15 ans sur la situation de l'art contemporain, très bien monté par une journaliste qui jouait la Candide et qui a interrogé tout le marché. Et les gens ont craché le morceau d'une salvation. Et lui, il l'a craché d'une façon très spontanée. Il a dit « Don't talk to me, don't touch me ». Donc ces gens-là sont vraiment dans une sphère qui diffuse ce que vous savez, les œuvres que vous savez, dont on va reparler. Ce qui me permet peut-être de reparler un peu du contexte dans lequel nous créons la situation de l'art contemporain. Ce mot est beaucoup trop flou et beaucoup trop fourre-tout. C'est ce qui a permis des fausses polémiques. À Lyon, on en est bien connaisseur. Quelqu'un comme Françoise Souchot, par exemple, a toujours essayé par ses expositions collectives, Noir Impérial, Pur 1, Pur 2, et le soutien qu'elle apporte à beaucoup d'artistes dans les galeries est très qualitatif et permet de sortir de ça et d'y voir plus clair, au sens où il y a beaucoup plus d'ouverture possible désormais. En fait, j'ai envie de vous dire, ça va un peu mieux. Un peu mieux. Voilà. Et on va essayer que ça aille beaucoup mieux. Et chez Gagosian, vous voyez la dernière exposition, vous avez apporté le document, je l'avais gardé, je vous le laisserai, Jacques, puisque c'est votre grand concurrent, n'est-ce pas? Says I,
to myself says I. Je dis je, à moi-même, je dis je. Bien. C'est un exemple parfait de ce à quoi, des apories et des impasses dans lesquelles a abouti un certain art contemporain, de la spéculation intellectuelle et financière, qui, après le geste de Duchamp, qui interrogeait l'œuvre par son urinoir, en disant, voilà, si je fais intégrer un urinoir dans un musée, jusqu'à quand peut-on définir l'œuvre d'art, en quoi on peut la redéfinir, le questionnement qu'il a posé, ensuite a été systématisé. De dadaïste et libertaire qu'il était au départ, il s'est systématisé. Et ce qui fait que paradoxalement, là où il remettait en cause la notion d'œuvre, finalement, ce qui en est sorti vainqueur, c'est la notion d'auteur. Et c'est ce que j'ai appelé les artistes sans art. C'est-à-dire, c'est le nom qui va faire la chose. Donc, says I, to myself, says I. C'est la tautologie parfaite, ça tourne sur soi-même. Il est évident que la production des œuvres s'en ressent. Et finalement, les œuvres qui sont valorisées, ce sont des œuvres qui arrivent à dégager une signalétique suffisamment simple et simpliste et répétitive pour qu'on la remarque comme un slogan publicitaire. Vous avez tous à l'esprit Muren, les carrés de Toroni, le pot de fleurs de Jean-Pierre Reynaud, les gros gags de Koons, etc. Il est évident que ça fait son effet et que ça tourne autour du nom de l'auteur. C'est l'auteur qui réapparaît par la répétition d'un signe minimal qui n'est pas pour autant minimaliste au sens où justement les artistes de la préhistoire étaient à leur façon très minimalistes. D'un geste, ils savaient esquisser les formes, les varier et même montrer le mouvement cinétique des chevaux et des animaux si on bougeait la flamme du flambeau devant. Donc voilà, à partir de là, je crois que pour y voir clair, j'avais proposé dans le livre auquel vous faites allusion, de distinguer entre l'art contemporain, il y a toujours eu de l'art contemporain, du temps de nos grands-parents, du temps de Manet, du temps de toujours l'art contemporain, dans la préhistoire aussi c'était leur art contemporain, ce qui est un fourre-tout qui a permis des fausses polémiques, et puis l'art du contemporain, puisqu'ils se sont tellement attachés au contemporain en disant que si vous n'aimez pas par exemple ce que je viens d'incriminer, c'est que vous n'avez pas compris que c'est ainsi désormais. Autrement dit, une exaltation du contemporain qui est devenue critère. Donc d'accord, je les prends au mot, et je vous propose pour y voir clair qu'on parle de l'art du contemporain qui aura duré 30 ans. Il est mort déjà, mais il ne le sait pas. Et évidemment, avec la puissance économique qu'il a lancée, ça continue comme un Kingston. Bien. Donc, sur ce plan-là, je crois qu'on peut maintenant y voir beaucoup plus clair au sens où, cette fois, on s'aperçoit que le bilan, c'est que tous les médiums sont possibles, heureusement, la vidéo, évidemment, tous les autres médiums que vous connaissez et d'autres qui viendront. Mais la peinture n'a pas dit son dernier mot. On n'a jamais dit qu'il fallait revenir à la peinture. On dit simplement que c'est un matériau finalement suffisamment souple pour intégrer même les autres médiums, comme elle l'a toujours prouvé d'ailleurs. Et à partir de là, le choix est de nouveau plus ouvert. Alors, maintenant, je pense qu'on pourra y revenir si vous voulez, à partir de ce que je vous ai proposé, mais on va peut-être rentrer dans le dialogue sur les œuvres, à l'intérieur des œuvres elles-mêmes. Comme on vous l'a dit, il se trouve que nous écrivons l'un et l'autre. Donc, on peut s'interroger là-dessus sur ce qu'apportent les deux moyens d'expression, et il se trouve que par notre expérience suffisamment prolongée, nous savons ce qu'apporte l'un et qu'il n'apporte pas, et ce qu'apporte l'autre et qu'il n'apporte pas. Et c'est ce qu'on va essayer de vous éclaircir, parce qu'il se trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente très concrètement. Et en ce qui te concerne, Valérie, tu avais réussi, dans un livre qui s'intitule « De terre et de chair », dont on vous a amené quelques exemplaires, si certains d'entre vous veulent les consulter. Sirène. Voilà. Donc, tu as écrit un livre qui s'intitule « De terre et de chair », et où je vais évidemment te donner la parole par rapport à ça, mais ce qui est frappant, je le dis très rapidement, au moins, ce qui m'avait frappé, moi, c'est que pour la première fois, à ma connaissance dans les écrits sur l'art, et les écrits en général, une femme aborde le corps masculin nu, la nudité masculine, en dehors du contexte du désir.
Ça ne veut pas dire qu'il est évidé. On ne parle pas des œuvres qu'elle expose là, hein, je parle des débuts. Et la nudité masculine. La nudité masculine, et je n'empiéterai pas sur ton propos, dans sa fragilité, dans son identité, avant même qu'elle connaisse la personne, puisqu'il s'agissait de modèles dont elle ne connaissait pas l'histoire. Et le livre de Valérie décrit très très bien ce qui se passe dans cette interaction entre le modèle, son regard à elle, et puis ce qui se passe avec le modelage avec la Terre. Et je trouve que cette expérience, elle nous rappelle, et j'ai constaté dans un livre que j'ai lu récemment, je vous recommande, de Philippe Comar, C-O-M-A-R, dans les excellentes éditions L'Atelier contemporain, Le lieu et la grâce. Et il rappelle que toute l'histoire de la nudité dans les ateliers, et il rappelle que la première fois qu'il y eut un corps nu aux Beaux-Arts exposé comme modèle, c'est 1943. Jusque-là, c'était l'homme, symbole de l'équilibre. Fin 19e, la femme est du côté de Charcot, l'hystérie, le corps déformé, etc. Et tout. C'est assez incroyable. Et alors, justement, avec toi, il y a une expérience qui est tout à fait radicale et nouvelle. Oui, alors moi, j'ai eu besoin d'écrire De terre et de chair suite justement à mon expérience d'après-modèle vivant. J'avais jamais sculpté d'après des modèles masculins nus. Et c'est un concours de circonstances qui m'a amené à le faire. Je cherchais à travailler d'après modèle vivant. Il se trouvait que le professeur proposait des hommes. Et là, moi, ça m'était égal en fait. Je me disais, bon, d'accord. Sauf que l'expérience n'a pas été insignifiante. Elle a été assez puissante. Suffisamment puissante pour que je m'interroge sur toutes les strates en fait de sens que ça me renvoyait. D'abord parce qu'on n'est pas habitué à voir des hommes nus et à travailler d'après une nudité masculine. Encore moins peut-être quand on est une femme. Dans les ateliers en France aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles féminins, peu de modèles masculins. Ensuite, quand on ne nous apprend pas dans notre éducation forcément qu'un corps d'homme c'est beau, la beauté comme si elle était liée à la femme. Là, on voit une nudité masculine et on se dit, on ne s'est jamais même posé la question, mais oui, si on le regarde pour ce qu'il est, il est beau. Donc il y a tout un travail d'observation esthétique en fait. Et puis après, il y a l'effet que ça produit, puisqu'on est dans un atelier, on est dans un cadre artistique. On est là pour représenter ce qu'on voit, sauf qu'il y a toutes les émotions qui vont avec. Et moi, en ce qui me concerne, moi, ça a été des émotions qui ont remis en cause mes perceptions, mes représentations depuis que je suis toute petite, je suppose, depuis ce que j'ai vu dans les livres d'art, ce qu'on m'a appris peut-être dans ma famille, etc. Ça collait pas, en fait, ce que je ressentais au moment de sculpter, ce que je voyais, ça ne se collait pas avec ce que j'avais engrangé, en fait, ce que j'avais appris. Et là, j'ai dû m'interroger, je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je ressens, quel est ce type d'émotion? On me dit d'observer, il y a des proportions, ça c'est très géométrique, c'est très mathématique, c'est une chose. Mais au-delà de ça, je voyais d'autres choses, je voyais je le décris, ce que le corps me racontait. Une personne nue, c'est pas qu'une personne nue, c'est une personne qui a aussi souffert, qui a une histoire, qui a une personnalité, une respiration, une transpiration. Enfin, il y a plein de choses qu'on décèle au moment du travail. Et donc du coup, quand j'ai vu que ça devenait quelque chose d'assez incroyable à vivre et que j'avais beaucoup à découvrir, beaucoup à apprendre, non seulement dans les proportions, mais aussi c'est comme une intuition. On voit l'autre, mais on voit d'autres choses en l'autre. On voit son histoire, on le voit comme on lirait dans un livre, en fait. Sans la connaître, à l'avance. Sans la connaître. Et donc, du coup, c'est un travail de confiance, c'est-à-dire qu'un homme qui accepte d'être modèle, il ne le fait pas pour l'argent, ça, je ne crois pas. Il le fait parce qu'il croit aussi en quelque chose. Il se met à la disposition d'un artiste, donc il croit qu'il va se passer. Enfin, voilà, il se met à la disposition. C'est une offrande. Moi, je l'ai pris comme ça. Et c'est pareil.
Les femmes elles ont l'habitude de la prédation, mais elles ne regardent pas un homme en le convoitant spécialement, sinon après c'est... je veux dire, dans la rue, par exemple, le harcèlement, on connaît, etc. Donc on a plus des stratégies d'évitement que de rencontres, en fait. Et là, on a un homme qui, démuni, qui s'offre et qui, allons-y, comment dire, élaborons quelque chose d'artistique à partir de cette intimité-là. Voilà. Et donc, du coup, tous les personnages qu'on voit là, ce sont des vraies rencontres. Ce sont des personnes qui savent très bien qu'en proposant leur nudité et le travail du vivant, de la représentation à travers cette expérience-là, elles vont offrir quelque chose. Il y a quelque chose d'extrêmement généreux et profond, en fait, dans cette démarche. Et c'est ce que j'ai voulu décrire dans De terre et de chair. Voilà. Alors après... Tu ne pas d'un des passages que tu pourrais retrouver vite, non? Comment? Tu ne pourrais pas retrouver un des passages particulièrement éloquents là-dessus, sur cette triangulation non, je ne sais pas, là comme ça. Simplement, j'explique effectivement qu'après on est trois. C'est-à-dire qu'il y a moi en tant que personne, il y a le modèle en tant que personne, et il y a la matière et la médiation de tout ça. Et pour moi, la matière a capté tout ce qui se passait relationnellement entre le modèle et moi, puisqu'il y a des échanges non dits. On est dans l'indicible, tout ça, ça se passe dans le silence, on ne se parle pas. Quand je travaille, je ne parle pas, le modèle ne parle pas. Donc j'ai essayé de mettre des mots là-dessus, et que j'ai pensé même à un moment donné que la création artistique, c'était le moment où je sculptais, plus encore que le résultat. C'est-à-dire pour moi, l'aventure, elle était là, elle était vraiment dans tout ce que je sentais, j'entendais, je voyais par mes doigts au moment de créer. Et après, ce qu'il en reste, je ne sais pas ce qu'il en reste dans mes personnages, enfin, toutes les rondes-bosses que vous voyez, il y a un modèle derrière. Pour les bas-reliefs, c'est différent, parce que ce sont des couples, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, et donc, voilà, ce que je voulais partager par rapport à cette expérience personnelle. Ce qui est frappant, c'est outre ce que tu as réalisé par ces œuvres-là, c'est que tu as trouvé les mots, je répète, je trouve le texte est assez unique dans l'histoire du regard de la femme sur le corps masculin. Tu as trouvé les mots pour décrire cette expérience qui est à la fois radicale, sans retenue et retenue, d'abandon, dans un silence d'atelier qui en fait est rempli. Tout est palpable, et dans le texte il y a à la fois la sensation, les perceptions telles que j'essaye de vous les résumer trop rapidement, et la réflexion, la pensée qui suit. Une forme d'humanisme en acte, comme ça, sur qu'est-ce que c'est que l'humain. Avec ça, oui, tu insistes bien sur la fragilité de ce qu'il y a et que c'est l'entrée. Oui, c'est ça. Oui, on n'est pas dans le domaine de la séduction. On est vraiment dans une rencontre, en fait, d'âme à âme, j'ai envie de dire, d'être à être, de personne à personne. J'ai écrit un autre livre où là, j'invente une rencontre amoureuse de la sculptrice avec son modèle qu'elle encorde. C'est autre chose. Pour moi, c'est vraiment différent. Là, c'est une autre aventure. Mais dans De terre et de chair, c'est vraiment la rencontre d'être à être. Effectivement. Oui, et d'être à être, et tu parles d'âme, et en même temps, ça passe vraiment par la peau, la chair telle que tu l'aperçois, telle qu'on l'aperçoit. Il y a une osmose, c'est plus que l'autre mot. D'ailleurs, vous voyez, les mots me manquent. Ils ne lui ont pas manqué, justement, à elle. Dans le texte. C'est une constante interrelation entre la profondeur et la surface. Et on accède à la profondeur par la surface. Chacun sait qu'une caresse peut être plus bouleversante que tout, et c'est épidermique. Là, tu ne passes pas par la caresse, tu passes par cette attention extrême. Et encore, je pense que le modèle qui regarde la sculpture s'élaborer, on sait à un moment donné que le geste sur la terre est un geste qui peut ressentir ou qui est aussi sur le corps. Ça, c'est très troublant. C'est qu'à un moment donné, il y a un sentiment de responsabilité par rapport à ce qu'on fait.
ou qui est profond, c'est-à-dire qui est vraiment quelque chose de chamanique en fait. Responsabilité, on peut préciser encore? Oui, c'est-à-dire que c'est une telle offrande, c'est une telle nudité, pas seulement physique, mais on triche pas. Enfin, c'est une nudité de l'être. Enfin voilà, on se met à nu. Oui. Et donc, la personne qui travaille là-dessus, l'intérêt, elle a du pouvoir forcément. C'est elle qui décide de ce qu'elle fait, combien. Enfin, et donc il faut. Moi, je trouve que c'est très important d'être hyper respectueux de considérer la question de la pudeur, de considérer, voilà, de faire très attention en fait. On prend soin de l'autre. Enfin, il n'y a pas moyen de faire autrement que de prendre vraiment soin de la personne. Tu déclines l'attention dans tous les sens du terme. Ouais. Et à partir de là, peu à peu, tu travailles beaucoup. Tu fais pas seulement tes gammes, tu fais tes œuvres. Mais tu ne cherches pas à montrer à ce moment-là, d'ailleurs. Tu exposes de temps en temps, mais fort peu. Et puis, tu débouches ensuite sur un territoire, un continent, cette fois, qu'on appelle les ébats-reliefs, puisque c'est lié à la sensualité. Cette fois, c'est entre hommes et femmes, que tu avais intitulé au départ, d'ailleurs, et que tu gardes comme titre, L'infini couché, couché avec un S majuscule à la fin. Et là encore, on retrouve un certain nombre de sensations, réflexions, de choses du corps et de l'esprit que tu as bien explorées, comme on vient de le résumer, à travers le rapport entre intérieur et extérieur de la sensation. C'est-à-dire que dans tes ébats-reliefs, dans le contexte de l'art d'aujourd'hui, il faut bien reconnaître que la sensualité, la sexualité amoureuse, elle est représentée. Il y a des a priori de la modernité là-dessus. Il faut que ce soit désarticulé, il faut qu'il y ait une expressivité de l'attention, LA plus loin tension, etc. Une certaine désarticulation qui est censée exprimer l'intensité. Pas exactement comme ça que ça se passe en vrai, dirais-je, mais enfin bon, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais toujours est-il que tu ne rentres pas dans les codes a priori de la modernité représentant la sensualité sexuelle. Et c'est ça l'enjeu. C'est que, en fait, tu n'as pas peur de la représentation, et à partir de là, ce qui me paraît frappant, c'est que tu arrives à faire sentir, et là je crois que tu vas moins pouvoir le dire, parce que tu le réalises, c'est là qu'on voit le passage de l'écriture aux arts plastiques, à l'intelligence plastique. Tu parviens à suggérer que l'essentiel, c'est l'écho de la sensation, l'écho du geste de l'un par rapport à l'autre, de tel et tel geste, de telle et telle initiative, etc. C'est la sensation intérieure, et pourtant, ça passe, là encore, comme tu l'as dit pour le travail sur le modèle vivant, ça passe par l'épiderme, par la surface. Donc il y a un enroulement, c'est l'infini couché, c'est un enroulement de l'intérieur et de l'extérieur qui se passe d'une façon absolument tellement évidente qu'on pourrait presque passer à côté. Par exemple, cet ébas-relief qui est là, le bronze qui est là au milieu des deux autres, là, voilà, c'est une scène qu'on pourrait dire assez classique, d'embrassade, et en même temps, je pense que l'essentiel de la sensation, il est à la fois montré, mais je parle de sensation, donc autrement dit, la sensation c'est intérieur quand même. Et les autres ébats-reliefs, à l'identique, voilà. Est-ce que tu peux un petit peu parler de ça, même si évidemment tu es passé au langage plastique, parce que là il y a une énigme très concrète, mais très palpable, mais comment ça... c'est difficile effectivement d'en parler. Tout ce que je sais, c'est que, en tout cas, quand j'ai réfléchi à mes sources d'inspiration, qu'est-ce qui allait m'inspirer justement pour faire mes ébats-reliefs, j'ai eu quelques difficultés, parce qu'en fait, on a en sculpture beaucoup de représentations d'hommes forts, de représentations de guerre, de situations guerrières, voilà, surtout dans la sculpture du 19e siècle. Alors oui, on a Camille Claudel et Rodin qui ont représenté quelques scènes d'amour, mais un peu exaltées, un peu douloureuses.
Et c'est tout. Eux l'ont fait, mais on n'en a pas tant que ça. Et en fait, il faut que je remonte jusqu'à la peinture du XVIIe siècle et puis du XVIe siècle avec Poussin puis Giulio Romano pour trouver des mises en scène érotiques, en fait. Chez Poussin, c'est travesti par ces mises en scène mythologiques où l'homme est un satyre. Donc on a la frustration de ne pas voir ses belles jambes, tandis que la Vénus, elle est alanguie et offerte. Bon, donc là aussi, on a toujours ces prismes de... on va montrer la femme, mais pas l'homme, amoureux. Ou... Donc en fait, j'ai beaucoup de mal à trouver finalement d'exemples de scènes amoureuses dans l'art où on aurait cette sensation-là. La narration des corps qui vivent quelque chose et qu'on peut montrer. Parce que je prends un instant, mais il y a l'instant d'avant et l'instant d'après. J'ai envie de suggérer que ça se déroule en fait. Il y a une histoire qui se raconte au milieu de tout ça, qui est l'histoire des sensations. Donc voilà, c'est vrai que je cherche beaucoup, même au niveau de la photographie, des couples, je cherche des sources d'inspiration, mais c'est pas si évident que ça en fait. C'est pas... J'avais quand même pas mal regardé Hans Bellmer pour parler du XXe siècle, qui reste quand même dans on peut dire les clichés prédateurs. En même temps, le dessin lui-même, c'est un dessin d'ingénieur de la caresse, si on me permet l'expression. Donc ça t'avait intéressé, ça. Quant à Giulio Romano, ce peintre... du XVIe siècle, il y a un grand tableau, tu donnes tes références dans un texte qui vient de sortir dans la revue Singular, c'est que la galerie a diffusé, je crois, elle est en train de le diffuser et on le rend accessible aussi par Internet. Tu t'expliques sur tes sources et dans le cas de Giulio Romano, qui t'a beaucoup marqué, il y a des scènes de couple où ils se prennent les organes l'un de l'autre sur un tableau immense. Donc c'est pas comme l'origine du monde de Courbet qui était quand même destiné à une alcôve ou qui était caché ou que Lacan a caché derrière un tableau de maçon, etc. Là c'est et tous ces dessins sont quand même d'une liberté mais d'une sensualité. C'est pas trash comme on le fait aujourd'hui, si vous voulez. Et ils ont le blanc des yeux visible, ils sont en extase. Ils se font des choses, pour dire les choses globalement, mais notamment un très grand tableau qui fait 5 mètres de long, je crois. Je ne sais plus. Alors donc, c'était montré où? Dans des couloirs de palais, c'est pas dans des alcôves. Donc ils ont un autre rapport quand même à la sensualité. Donc on a quelques leçons aussi à recevoir de liberté à cet égard. Oui, puis je le vois aussi par rapport aux réactions de crainte que certaines personnes peuvent avoir. Ah oui, alors je ne comprends pas parce que effectivement, un ami nous faisait observer que dans la rue, on a des photos de femmes ou qui sont beaucoup plus provocantes ou même voire vulgaires que pourraient l'être les ébas-reliefs. Oui. Donc on est habitué à voir quand même une espèce des femmes sexy, on va dire, on est habitué à voir ça, mais en revanche, si on montre le geste amoureux, il y a un petit frisson de crainte parfois. On ne sait pas pourquoi, parce que je reste très pudique. Toujours, moi, je ne tombe pas dans la vulgarité ou je suis très... Donc, mais j'ai envie de montrer le geste amoureux et sexuel quand même, et de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il y a aussi quels sont les gestes de l'homme vis-à-vis de la femme et de la femme vis-à-vis de l'homme, et j'ai envie de les montrer. Je ne vois pas pourquoi on se censurerait par rapport à ça. Il y a un enjeu assez considérable, enfin, tel que je le perçois dans l'ensemble de ton œuvre sur les ébats-reliefs, c'est que les sensations sensuelles, plus ou moins amoureuses, ou pas amoureuses du tout d'ailleurs, voilà. Mais tout de même, lorsqu'il y a amour, la sensation sexuelle est encore plus forte. Donc ça, c'est quand même c'est intéressant, parce que là, on est dans âme à âme et corps à corps. Et ce que je trouve, ce qui me paraît novateur dans ce que tu fais, c'est que tu es à la crête de ça. Tu essaies de saisir ça, et il me semble que c'est perceptible. Rendre donc ça, la sexualité amoureuse qui peut être dans l'amour d'autant plus crue qu'il y a amour, justement.
Donc c'est le rapport entre l'extériorité et l'intériorité que nous explorons. L'un et l'autre, d'ailleurs, toi c'est pareil. Tu as eu envie d'appeler cette exposition paysage in-extérieur. Oui, moi je suis chaste. Voilà. Et donc tu peins des paysages, mais tu mets quand même le mot in-extérieur, sous-entendu, ce sont des paysages aussi intérieurs qu'extérieurs. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Oui, moi ce qui m'a frappé d'abord, c'est dans ce qu'on aime en art, et même peut-être est-ce le critère pour parcourir toute l'histoire de l'art, quelles que soient les civilisations et quelles que soient les époques, c'est qu'à chaque fois, les œuvres qui nous retiennent, ce sont des œuvres qui ouvrent un nouveau regard intérieur sur de l'intérieur, sur de l'extérieur. Et ça se passe toujours à la crête entre nos deux réalités, je le dis très globalement, très schématiquement, notre réalité intérieure qui n'est pas moins considérable que la réalité extérieure. La réalité extérieure nous fuit constamment, on la saisit, on essaie de la saisir, et c'est d'ailleurs pourquoi on invente, pourquoi la science progresse, et pourquoi finalement le mot de réalisme a été source d'inventivité constante, en littérature comme au cinéma et en photographie et en peinture. Et en même temps, tout cela procède de la réalité intérieure. Alors, par exemple, Zola, qui n'est pas toujours très subtil, mais dans sa défense de Manet, quand même, a été là, et heureusement qu'il a été là, parce qu'à l'époque, Manet n'aurait peut-être pas tenu le choc du refus de l'opinion. Il disait, une œuvre d'art, c'est le monde vu par un tempérament. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas si mal. C'est pas si mal. Et pour ma part, j'ai été très marqué, vraiment, je suis très reconnaissant à l'égard du surréalisme. Quand j'avais 19 ans, les découvertes du surréalisme, ça nous changeait de ce qu'il y avait autour, l'existentialisme de Sartre, y compris d'ailleurs sur le plan politique, parce que Breton ne s'est quand même jamais trompé, lui, on ne peut pas en dire autant de Sartre et autres. Enfin, moi, je n'appartiens pas à la génération qui a été marquée par Sartre, mais le surréalisme et sa queue de la comète a été fondamental, et je suis très reconnaissant au surréalisme d'avoir été aussi inventif et d'avoir été aussi audacieux, au point que Breton, avec cette espèce d'autorité chamanique, disait oui, nous voulons former une civilisation surréaliste. C'est gonflé, mais c'est pas mal du tout quand même, basé sur l'exploration du désir, la révolte, une nouvelle représentation de la femme, la liberté, etc. Bien. Et le modèle intérieur est une formule d'André Breton. Alors évidemment, il ne faut pas rester prisonnier de cela, parce que le surréalisme a accompli ce qu'il devait accomplir. Par contre, l'énergie qu'il a diffusée, il nous dit quelque chose. Elle nous dit quelque chose, pardon. Et moi, ça m'a dit quelque chose. Lui, il le disait au sens où il a été le premier à comprendre que Freud allait changer complètement les données du cadastre humain. Et à partir de là, il a véritablement, on peut dire, c'est lui qui a introduit la psychanalyse en France, même s'il y en a eu d'autres. Mais enfin, il l'a introduite en lui donnant sa force, une force d'impact. Alors évidemment, pour lui, le modèle intérieur, c'est explorer l'inconscient. D'accord. Alors, à partir de là, je trouve qu'ils ont fait le travail, c'est pourquoi je dis qu'ils ont accompli le travail. Mais la propulsion reste la même. Et en ce qui me concerne, ce sur quoi ça a débouché, c'est au fond, par rapport à ce que vous disiez sur l'interrogation, Jacques, quand on est devant un paysage, on est devant une donnée, j'ai du mal à trouver le mot d'ailleurs, vous conviendrez que c'est pas facile, on ne va pas dire quelque chose, une donnée qui nous est étrangère, que nous cultivons, sur laquelle nous intervenons, contre laquelle nous luttons, que nous faisons fructifier, que nous détruisons aussi. Bon, passons, vous voyez ce qu'on veut dire. Mais il n'en demeure pas moins qu'un arbre que je regarde, lui, n'a que faire de mon existence, alors que moi, j'ai beaucoup à faire de son existence. Et ça me confronte à ma présence au monde, à l'interrogation, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, enfin la fameuse question du dernier grand tableau de Gauguin, qui sommes-nous, où allons-nous, et puis je ne me souviens plus de l'autre, mais enfin c'est les grandes questions métaphysiques, l'essentiel. Et j'ai prononcé le mot métaphysique, la métaphysique. Il se trouve que dans ma littérature, j'ai débouché, et c'est là que je peux essayer de vous expliquer peut-être en quoi on peut à la fois écrire et peindre sans que les deux se contaminent. J'ai écrit un livre qui s'intitule « Qu'est-ce que la métaphysique fiction ?» assez tardivement, il y a une dizaine d'années,
parce que j'ai fini par comprendre ce que je cherchais dans mes romans, puisqu'ils me dépassaient, heureusement. Quand on écrit un roman, parfois des romans longs, on a des intentions, des projets, et heureusement, on est dépassé. Sinon, c'est un décalque. Il y a beaucoup de littérature d'aujourd'hui qui ne sont que cela. Houellebecq, par exemple, ce n'est qu'un décalque de ses opinions idéologiques, qui sont assez piètres d'ailleurs, et assez pitoyables. Bon, donc c'est du roman idéologique, c'est pas du réalisme. Bien. En ce qui concerne... Donc, si vous voulez, dans ma littérature, j'ai débouché là-dessus, sur le fait que dans notre regard, entre nous, il y a une dimension métaphysique au sens où nous sommes ici, mais nous savons aussi notre finitude. Nous sommes le seul être dans l'univers à le savoir. Et c'est ce qui nous rend dynamique, créatif, cruel peut-être, barbare aussi, hein, parce que du coup, on transfère sur l'autre la peur de la mort. Et j'explique d'ailleurs la barbarie par là. Hein. On l'évacue sur l'autre. Parce que quand même, l'homme est un animal assez spécial à cet égard. Bien. Il n'en demeure pas moins que, si vous voulez, il y a cette donnée qui traverse tout ce qu'on perçoit et qui en même temps est impalpable. Le cinéma l'approche un peu. Par exemple, le cinéma de Terrence Malick a vraiment représenté, à mon avis, une étape dans cette conquête du territoire métaphysique. Et à mon avis, le territoire métaphysique va être une grande conquête de l'art de maintenant et de demain. Donc j'ai débouché là-dessus sur la littérature, mais en même temps, vous sentez bien à travers mes propos que mes propos sont très limités. Je le sens, moi. J'arrive pas exactement à dire. Alors dans les romans, j'arrive à montrer par les mots ce qui traverse les mots. Mais ça suffit pas. Tandis qu'avec la peinture, et alors là, c'est vrai que là, du coup, mes mots vont aussi s'arrêter. Avec la peinture, j'ai l'impression de plus ressentir cela, de le ressentir. Je suis en arrêt devant, vous voyez, mes thèmes sont d'une banalité à couper le souffle, mais rien n'est banal au monde, tout dépend de notre regard. Donc le fauteuil, où après tout on peut passer une grande partie de notre existence, comme le chat domestique que j'aimerais être. Voilà, ne pas bouger de son fauteuil, c'est quand même finalement vivre en couvent, un couvent extraordinaire, où on peut tout faire. Comme disait Kafka, toute l'humanité passe dans une chambre. Toute l'humanité passe dans une chambre. Dormir, mourir, rêver peut-être, disait Hamlet. Donc le fauteuil, pour moi, c'est à la fois complètement banal, je tiens à le retrouver, et en même temps, il incarne aussi mon interrogation, mon sentiment de qu'est-ce que je fais là. Apparemment, on vit. Peut-être qu'on fait autre chose. Peut-être, à mon avis, c'est plus probable qu'on fait autre chose que vivre. L'être humain, l'homme est cet être qui dit la vie est là. Et je pense qu'on peut le rendre dans l'œil, par au fond, le point aveugle qu'il y a dans l'œil, et sans le point aveugle, on sait bien que le système optique ne marche pas. Je pense que ça passe. Il y a la sensation du vide, que vous avez peut-être remarqué dans mes tableaux. Je sens que de notre plus sûr appui, je vous le conseille, c'est un conseil que je vous donne de façon très chamanique, pour être bien installé dans la vie, dites-vous bien qu'il y a que le vide sous vos pieds. Comme ça, il n'y aura pas de surprise. Bien. Et je pense que ça transparaît. Et puis, il y a cette lumière interne à la lumière. Et là, je réponds aussi à ta question, c'est-à-dire que les choses sont éclairées, il y a le rapport entre obscurité et lumière, dû à la lumière extérieure, mais également à l'intérieur de la lumière que nous projetons. Enfin, vous voyez, je viens de faire un lapsus, mais c'est ça que je veux dire, en fait. Le lapsus dit vrai. Nous projetons une lumière d'attention. C'est-à-dire que si je focalise sur ce visage, il n'aura pas que la lumière extérieure, il a aussi mon attention. Celui-ci en a moins parce que je focalise là-dessus, etc. Donc j'essaye, et je crois que ça passe dans ma peinture, mais je continuerai, saisir cette lumière interne de l'attention, qui éclaire l'éclairage, qui éclaire toute lumière, qui éclaire l'obscurité. Voilà. Et puis il y a l'indice de l'arbre. Voilà. C'est l'équivalent du fauteuil, c'est la présence au monde. C'est la présence au monde. L'arbre seul. Oui, l'arbre seul. L'arbre au bord du monde. L'arbre au bord du monde, oui, ce sont mes thèmes. Les titres, c'est ça, c'est au bord du monde. L'au-delà ici, c'est-à-dire qu'il y a un champ, et puis finalement, il suffit qu'on regarde au-delà de ces humbles piquets. Il n'y a pas plus humble, il n'y a pas plus plat, plus banal, plus pauvre comme paysage. Mais je le veux. Moi, pour moi, il n'y a rien de... Il n'y a pas de champ qui soit pauvre. Je le sais, par nos promenades, je m'arrête devant des trucs.
Enfin, c'est pour toi, c'est d'une platitude totale. Charlie, tu vois les paysages en question, tu vois, je suis en arrêt, mais je suis en arrêt comme devant une énigme, comme devant le fait de vivre. Donc c'est ça qui passe dans le regard, et donc j'assiste à ça. Et en même temps, quand tu crées, puisque je te vois créer, tu sais pas forcément où tu vas. Non. Et parfois, tu découvres, ça se crée au moment du geste, en fait. Oui. Et comment tu expliques ça? Qu'est-ce qui se passe quand alors ça, c'est justement le caractère merveilleux de la peinture, et de la peinture à l'huile, hein, parce que c'est d'une souplesse telle que vous pouvez à la fois y aller et en même temps enlever, liquide, faire du liquide. Moi, je peux faire des effets même d'aquarelle avec l'huile, tout le monde peut le faire. Et j'ai l'impression d'assister à la chose. C'est-à-dire que la matière... on projette quelque chose, mais la matière, elle répond à sa façon, et parfois elle nous entraîne vraiment tout à fait ailleurs, assez souvent d'ailleurs. Donc c'est une expérience sensorielle aussi. Oui, mais c'est exactement ce que, au fond, mutatis mutandis, c'est comme ce que tu décris sur le rapport au modèle vivant, c'est-à-dire que c'est à la fois sensoriel et c'est l'écho dans la tête de ce que l'on voit. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et par rapport à l'écriture de la métaphysique fiction, c'est la même chose? La métaphysique fiction me permet dans les romans de transfuser cela dans les situations. Donc il y a des romans qui sont sur la solitude dans une chambre, par exemple le roman Deuxième chambre du monde, un homme qui tourne autour de son appartement, enfin voilà. Ensuite ça peut être la relation amoureuse, un roman d'amour. Donc ça peut être même la vie sociale et la vie politique. C'est-à-dire que c'est pour ça que je place très haut la politique dans son humilité, c'est de permettre à chacun, à chacune et à chacun de vivre comme il le souhaite, autant que possible. Et donc, à partir de là, la justice est cardinale. On ne peut pas faire de mal à son prochain, étant donné qu'il sait lui aussi, comme moi, que je vais mourir, etc. Donc c'est le thème de l'infini aussi, voilà. L'expansion, l'infini. Oui, l'infini est une invention humaine. L'homme est fait pour et par l'infini, à condition qu'il utilise l'humain. Donc dans mes livres, c'est pareil. Je dirais même dans mes essais aussi de réflexion, même sur l'art, je montre aussi la comédie humaine, les profils qui se penchent autour de ça et qui débitent des immenses théories que je lis, hein, bien sûr, sur des sujets élémentaires. C'est ainsi que j'ai découvert... Si vous voulez, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que c'est comme des ombres portées, les hommes dans la querelle sur l'art contemporain à laquelle vous faisiez allusion, Jacques, les gens se sont battus, au fond, comme je relisais Les Provinciales de Pascal, là, c'est un texte beaucoup plus lisible qu'on le croit, où ils sont en train de discuter, les jésuites contre les jansénistes, est-ce que la grâce est efficace, mais est-ce qu'elle est suffisante, et puis est-ce qu'il faut un pouvoir prochain, etc. Donc ils sont en train de pinailler sur grâce suffisante, et si elle est suffisante, elle n'est pas efficace, mais si elle est efficace, elle n'est peut-être pas suffisante, etc. Et Pascal reprend tout ça comme ça, et c'est une véritable... On peut faire les provinciales de l'art contemporain, et c'est ce que j'ai essayé de faire, d'ailleurs. Et toute la mauvaise foi des raisonnements qui sont utilisés par rapport à ça. Donc là aussi, on les voit comme un théâtre d'ombre. Les attitudes intellectuelles peuvent être vues métaphysiquement. On les voit comme un théâtre d'ombre se battre pour s'accrocher à leur version de l'histoire et du présent. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça, comme tu le rappelais d'ailleurs où tu as puisé, toi, ton inspiration très librement. On en parlait, Pierre Souchot, le passé comme le présent et même l'avenir sont sources d'inspiration tout autant. Il y a une espèce d'achronie. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que si Pascal a accordé autant d'importance à ce débat dans les provinciales, c'est parce que lui-même a la foi et que tous ces enjeux de la grâce, ce sont des vrais enjeux. Oui. Il y a quelque chose d'important auquel on tient. Et la littérature, c'est pareil. Et l'art, c'est pareil. Et pourquoi tu as écrit des textes critiques? C'est parce qu'il y a quelque chose auquel tu tiens fondamentalement, qui te fait vivre.
Et on n'a pas le droit L'enfermer. de l'enfermer, de le rabaisser, de le... Il y a des de le enjeux négliger. considérables, oui. Et en même temps très joyeux, très simple. Mais quand on me disait, vous n'avez pas compris que Kuhn, c'est amusant, etc. Ben non, non. Dans les cours de récréation, on rigole aussi. Ça ne veut pas dire que c'est un très haut niveau, ça dépend, quoi. Hein. S'il suffisait de dire le mot rire pour rire, on le saurait. Voilà.